les pneumoconioses 2, et on verra l'amiante et les pathologies liées à l'amiante lors de la 3e conférence. Donc, quand on dit pneumoconiose 2, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Quel est le type? C'était la silicose. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'acidérose, de la béryliose et des carbures métalliques frités. Évidemment, là, je reprendrai très rapidement la classification. Je pense que je vais gagner du temps, ce n'est pas la peine. Vous vous rappelez, je vais passer très brièvement. C'est la classification que nous avons vue la dernière fois. Ensuite, nous allons faire l'étude donc de ces 3 types de pneumoconiose, à savoir la sidérose, deuxièmement la béryliose et troisièmement les carbures métalliques frités. Pour chacune des 3 pneumoconioses, on va définir ce qu'est ce type de pneumoconiose. On verra les professions et les sources d'exposition, l'étude clinique et les examens complémentaires qui permettent de retenir le diagnostic. Et on terminera par la prévention et la réparation. D'accord? D'accord. Donc là, la dernière fois, on a vu ce que c'est que les pneumoconioses. On a dit que c'est le dépôt dans les poumons de particules minérales ou métalliques qui peuvent renfermer un certain nombre de particules, quel que soit leur type, donc silice, amiante et autres, qui vont engendrer une atteinte du tissu interstitiel à l'origine de maladies respiratoires qu'on appelle les pneumoconioses. D'accord? Ça, on l'a vu la dernière fois. C'est exactement la même chose. Hein? Et là, pour la classification, rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait 2 grands types, les pneumoconioses de surcharge. On avait dit elles sont inertes, non fibrogènes. C'est le cas aujourd'hui de la sidérose à elle seule. Elle correspond tout simplement à un simple tatouage du parenchyme. Et voilà, quand on a donc, là aujourd'hui on verra la sidérose fait partie des pneumoconioses de surcharge. D'accord? Et puis, par contre, le deuxième sous-groupe, c'est les pneumoconioses fibrogènes et sclérogènes, c'est-à-dire il y a de la fibrose pulmonaire et bien sûr la sidérose, donc quand il y a un mélange avec la silice, rappelez-vous la dernière fois j'en ai parlé, elle peut être donc composée des 2, du fer et de la silice, à l'origine de la sidérosilicose, c'est-à-dire on a les 2 types de pneumoconiose. À ce moment-là, évidemment, on la classe dans les pneumoconioses fibrogènes. D'accord? Voilà. Maintenant, je commence par la sidérose. Donc, c'est une pneumoconiose qui est liée à l'inhalation de fumée et de poussière d'oxyde de fer. Donc, le fer Fe2O3 ou bien carrément de l'oxyde de fer, c'est FeO. D'accord? Donc, quand on dit sidérose, il y a le mot sidérurgie, c'est du fer, d'accord? Pour ne pas confondre. Et là, on distingue, comme je l'ai dit, soit il s'agit d'une sidérose pure, à ce moment-là, il s'agit d'une surcharge de particules métalliques qui sont uniquement ferriques. Comme il peut s'agir d'une sidérose mixte, donc nous avons d'une part les poussières de fer et d'autre part les poussières de silice. D'accord? Et c'est la sidérosilicose. Et de là, donc, on se retrouve face à 2 possibilités, soit c'est la sidérose pure, soit c'est la sidérose mixte. Concernant les professions exposées, évidemment, là, c'est tous les travailleurs qui sont en contact avec l'oxyde de fer pour la sidérose pure. Parmi les mineurs de fer, les soudeurs à l'arc, les polisseurs d'argenterie qui utilisent des abrasifs à base d'oxyde de fer, mais nous avons la sidérose mixte, comme je l'ai dit, effectivement, les mineurs de fer, mais vous savez, quand on dit la mine de fer, on peut retrouver des impuretés et parmi, on a l'encre qui peut renfermer 10 à 60% d'oxyde ferrique et 20 à 70% de silice. Donc, vous voyez, tout dépend des gisements, bien sûr. C'est la raison pour laquelle moi, je vous donne ce conseil. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du cas que j'ai eu et c'était une sidérosilicose. Vous vous rappelez? Oui, on se rappelle. Très bien. Donc, vous avez vu, si on voit qu'il travaille dans un atelier de métallurgie, donc on est branché directement sur l'oxyde de fer et sur la sidérose. Moi, je vous dis, n'oubliez jamais
qu'il y a la sidérose mixte et je peux vous dire que c'est la plus fréquente parce qu'il y a beaucoup d'impuretés. Donc, il faut d'abord retenir le diagnostic de la sidérose mixte. Comment le faire? Ce n'est pas que par la profession, bien sûr, c'est à travers l'analyse de l'activité. Vous allez voir vraiment comment, dans quelles conditions exerce et à quoi il est exposé votre travailleur. Maintenant, pour le tableau clinique, bien sûr, que ce soit pour la sidérose, pour toutes les pneumoconioses, je peux vous dire, il n'y a pas de signe pathognomonique de caractère spécifique. Si je prends la sidérose pure et la sidérose mixte, ça peut être une BPCO banale, toux matinal, dyspnée, douleur thoracique. C'est exactement des symptômes que l'on peut retrouver dans un très, très grand nombre de pathologies. Donc, il n'y a pas de spécificité. La spécificité, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est surtout l'examen radiologique. C'est surtout lui qui permet donc de retrouver cette atteinte parenchymateuse bilatérale qui est très importante. Donc, vous voyez bien que l'imagerie thoracique, j'ai mis 3 croix, est un élément de base nécessaire au diagnostic. C'est vrai parce que, évidemment, elle nous permet à elle seule de retrouver des anomalies parenchymateuses à type d'opacité et c'est ça qui va nous orienter vers le diagnostic d'une pneumoconiose. Maintenant, évidemment, le téléthorax à lui seul, c'est-à-dire à lui seul permet, si vous voulez, d'évoquer le diagnostic, mais nous avons également le scanner thoracique qui a un très, 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 très grand apport parce qu'il nous permet encore de décrire même les petites lésions. Parfois, quand on fait un cliché thoracique, donc un téléthorax, on peut passer à côté, je vous l'ai dit la dernière fois, on peut confondre, on peut passer à côté de toutes petites opacités, surtout lorsqu'elles ne sont pas arrondies, lorsqu'elles sont réticulaires. On peut penser à l'accentuation de la trame bronchique. C'est la raison pour laquelle la TDM, elle permet quand même de retrouver ces petites opacités, qu'elles soient bien sûr arrondies ou bien linéaires. D'ailleurs, regardez, il y a la classification du BIT, on en a parlé, elle permet donc de donner une classification des opacités pathologiques en fonction de leur forme, de leur taille, de leur profusion et de leur dissémination dans les champs pulmonaires. La dernière fois, je vous les ai présentés, donc je passe. Vous allez voir le cours de la dernière fois. Donc, petite opacité, PQR, STU, qu'elle soit arrondie ou pas, en fonction de inférieur, l'étendue inférieure au tiers du champ pulmonaire, entre le tiers et les 2 tiers et supérieur aux 2 tiers. Là, maintenant, donc la TDM, il y a la TDM en haute résolution qui est indispensable, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle permet de mettre vraiment en évidence la fibrose, c'est-à-dire l'envahissement, si vous voulez, du parenchyme pulmonaire par toutes ces opacités. Si je prends donc la radio et la TDM, lorsqu'il s'agit de la sidérose pure, ou autres, vous avez les signes radiologiques qui apparaissent parfois 20 ans après l'exposition au risque. C'est pour ça qu'il faut, bien sûr, qu'il y ait la traçabilité. La traçabilité est toujours faire appel au curriculum laboris, donc à l'anamnèse professionnelle, en essayant de repérer, d'identifier tous les postes de travail qui ont été occupés par votre travailleur actuel ou bien par votre patient. Tout dépend à quel moment vous allez le recevoir. Et évidemment, quand on dit 20 ans, je dis bien, ils apparaissent quelquefois 20 ans après, mais ils peuvent apparaître bien avant, 10 ans après. Tout dépend, on a vu la dernière fois, tout dépend de l'exposition. Si elle est légère, si elle est modérée, si elle est très importante, s'il travaille dans un atelier qui est très empoussiéré, s'il exerce une activité dans un endroit confiné, par exemple le creusement d'un tunnel, s'il est dans une mine de gisement, dans une mine d'extraction du minerai. Donc, la concentration atmosphérique est très, très, très importante. Et là, le scanner, je vous ai dit, ça commence, bien sûr, quand il y a une inhalation, il y a un envahissement léger du parenchyme pulmonaire, mais au fur et à mesure, il y a, entre guillemets, je dirais, l'effet cumulatif,
Et là, c'est très important de réaliser un examen tomodensitométrique parce que lui, il permet quand même de repérer, je le dis et je le répète, les opacités, même à un stade plus précoce. Maintenant, la spirométrie, évidemment, vous avez un syndrome obstructif, un syndrome mixte, parce que souvent, il y a un emphysème qui est associé, ce qui explique le syndrome obstructif. Vous avez la capacité pulmonaire totale qui est diminuée. Et là, quand elle est diminuée, cela veut dire que vous avez un syndrome restrictif parce qu'il y a une partie, quand on dit il y a une atteinte pulmonaire, donc vous avez une partie du parenchyme pulmonaire qui ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaires. Et là, le premier syndrome, quand vous faites la spirométrie, c'est le syndrome obstructif qui domine, et vous comprenez le pourquoi, puisqu'on a dit la sidérose à elle seule, elle n'est pas fibrosante. Elle n'est pas fibrosante, mais ce n'est pas une science exacte. Moi, je vous dirais, puisqu'on a dit que souvent, il y a une sidérose, une pneumoconiose mixte. C'est une sidérose mixte. Donc, c'est ce qui pourrait pas fausser le diagnostic. C'est pour ça qu'il ne faut pas retenir qu'on ne retrouve qu'un syndrome obstructif. Au début, oui, il est plus ou moins sévère parce que s'il y a un emphysème qui s'installe, d'autres atteintes qui s'installent, on retrouve un syndrome obstructif, mais parfois un syndrome restrictif également. Il peut être même modéré, ce n'est pas léger, peut être associé et vous comprenez pourquoi. Si on a une sidérosilicose, il est évident que la sidérose va être dominée par un syndrome obstructif et la silicose par un syndrome restrictif. La spirométrie est un examen inévitable qu'on devrait réaliser, nous, les médecins du travail, face à tous les travailleurs qui sont exposés aux poussières, quel que soit leur type. Je parle des poussières minérales, bien sûr, quel que soit leur type, parce que même si ce n'est pas une pneumoconiose avancée, on a quand même des perturbations, ne serait-ce que la diminution du débit périphérique. Et une fois la maladie est installée, elle est là, c'est un examen complémentaire qui nous permet, bien sûr, de décider de l'attribution du taux d'IPP, d'indemnité partielle permanente. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on évalue la perte de la fonction respiratoire. Maintenant, le cliché, vous avez des radios, d'accord, il y a une atteinte, mais on ne connaît pas, on ne peut pas reconnaître, évaluer la conséquence sur la fonction respiratoire. Ce qui permet donc d'évaluer la fonction respiratoire, c'est la spirométrie et parfois carrément, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire, c'est-à-dire on est tenu aussi de faire une gazométrie. Et quand il y a une atteinte importante, la gazométrie, elle est inévitable. Donc, c'est plutôt une exploration fonctionnelle respiratoire, ce n'est pas que la spirométrie. Alors, je vous ai dit, toutes les pneumoconioses se ressemblent au plan cliché, radiographique, scanner. Le scanner non plus, il va vous dire qu'il y a de multiples petites opacités disséminées aux deux bases pulmonaires et ainsi de suite. Mais en aucun cas, il va vous dire qu'il s'agit de la silicose ou de la sidérose ou autre. Seul l'examen ANAPAT permet vraiment de donner le diagnostic de certitude. Et là, dans ce cas, vous avez l'examen macroscopique qui retrouve un aspect de poumon empoussiéré avec la présence de nombreuses taches parenchymateuses noirâtres. Et là, il y a aussi une pigmentation ocre et il y a également des ganglions qui peuvent être retrouvés, mais ce qui est important à retenir, c'est la couleur brune. Tout est noir et vous comprenez pourquoi, puisque le fer lui-même est un métal qui est de couleur noirâtre, si vous voulez, gris foncé, noirâtre. Et là, nous avons à la microscopie, le diagnostic, il est inévitable parce qu'il y a carrément des dépôts ferrugineux qui sont visibles dans les gaines de collagène péribronchovasculaire et dans les espaces, dans les septa interalvéolaires et interlobulaires. Et par ailleurs, vous avez également la coloration de Perls
qui est positive. Alors, elle vous donne carrément, je ne sais pas si j'ai une photo. Non, je ne les ai pas prises, je suis désolée. J'ai oublié de les mettre. Donc, vous allez voir carrément la couleur bleue quand on utilise cette coloration de perles au niveau des dépôts furigineux. Et ça confirme le diagnostic. Donc, vous avez carrément, il s'agit d'une sidérose. Il y a aussi, comme je vous ai dit, l'emphysème, il est très important. Et parfois, donc, on trouve des petites bulles. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on ne note jamais de nodules fibroyana ni de dégénérescence hyaline comme dans la silicose. Rappelez-vous, comme on avait expliqué la composition de la fibrose. Vous vous rappelez? On avait dit que c'était le collagène qui était à l'origine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nodule fibroyana, il n'y a pas du tout de fibrose qui est retrouvée. Est-ce que c'est clair pour la sidérose? Est-ce que vous avez des questions? Professeur, par rapport au rythme des téléthorax, si on dit que les signes radiologiques ne sont décelables qu'après une période de 20 ans, donc le rythme… comment, si vous dites? Les signes radiologiques, vous avez dit qu'ils n'apparaissent qu'après 20 ans d'exposition environ, c'est ça? Non, pas qu'après 20 ans. Ils peuvent mettre 20 ans pour apparaître. Ils peuvent mettre. C'est pour ça, oui, continuez votre réponse et je vous dirai. Allez-y. Par rapport au rythme des téléthorax, si on est amené à prendre en charge quelqu'un d'exposé à ce risque. Alors, vous savez, maintenant, concernant la rythmicité des radios, on dit c'est tous les 2 ans. De toute façon, on verra après dans la surveillance médicale. Vous avez anticipé, ça ne fait rien. Mais moi, je vous dis, quand vous faites un cliché, ce qui est préconisé, bon, il n'y a pas un texte réglementaire qui va dans ce sens, d'accord? Mais ce qui est important à travers ce que font, par exemple, les pays occidentaux, regardez, par exemple, en France, l'AVP, on veut la faire tous les 2 ans, voire 3 ans pour certaines professions. C'est vrai que ça ne sert à rien de réaliser parce qu'il y a les radiations. Les radios, quand vous les faites à chaque fois, ce n'est pas bon. Mais ce qu'il y a maintenant, moi, au plan pratique, quand vous avez, je vous ai dit d'abord, il est important de voir les conditions de travail. Celui qui est dans un atelier, il est ferronnier, de temps en temps, il coupe, par exemple, il est au niveau de la découpeuse, il y a des poussières de fer liées aux barres métalliques qu'il coupe. Et celui qui est dans une mine d'extraction, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a les équipements de protection. Est-ce qu'il y a le port du masque à cartouche filtrante ou pas? Donc, nous, en qualité de médecin du travail, on doit tenir compte des conditions de travail de 1, des moyens de prévention mis en place de 2, et particulièrement des équipements de protection individuels, s'ils sont disponibles, s'ils sont efficaces. Et après, je peux me permettre de faire une radiographie tous les 2 ans. Maintenant, par contre, si je vois tous les 2 ans pour les travailleurs qui sont fortement, entre guillemets, exposés. Maintenant, pour les autres, si je fais un cliché et que je vois qu'il n'y a absolument rien, il n'y a absolument rien. C'est pour ça, la condition, par contre, le point sur lequel j'insiste au plan pratique, il faut avoir des téléthorax de bonne qualité, la radio numérique. Donc, vous avez un flou qui sont difficiles à interpréter, où vous ne voyez pas les cul-de-sac, où vous arrivez difficilement à différencier entre la plèvre et le parenchyme pulmonaire. Ça, c'est très important d'avoir des radios de bonne qualité. Et rappelez-vous, la conférence précédente, je n'ai pas cessé d'insister sur les radiographies du BIT. Je vous ai dit, il faut vous habituer à les utiliser. Une fois que vous avez fait le TD, à chaque fois que vous avez un cliché d'un travailleur exposé, vous allez prendre le cliché normal. Il fait partie de la série. Et vous allez voir, au moindre doute, à ce moment-là, quand je doute, il ne faut pas envoyer le travailleur et lui demander de revenir dans 2 ans pour voir l'évolution. À ce moment-là, j'indiquerai la TDM. Je poserai l'indication de la TDM. D'accord? Donc, moi, pour vous répondre, je peux vous dire c'est tous les 2 ans. Et la TDM, ce n'est pas tous les 2 ans. C'est face à une suspicion, là, un dépistage d'anomalie radiologique. Parfait, d'accord, merci. J'ai répondu à votre question? Parfait, oui, merci. Mais je vous en prie. Alors, je passe à la béryliose? Oui.
Bien. Oui. Alors, la béryliose, c'est une pneumoconiose qui est due à l'inhalation de vapeur ou de poussière de sel de beryllium. Donc, ce sont des molécules qui comportent du beryllium. Le beryllium est un métal qui est très utilisé au milieu industriel. Il est très répandu parce qu'il a beaucoup d'avantages. Il est léger. Il y a cette légèreté qui est importante. Un point de fusion élevé. Quand on dit un point de fusion élevé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est thermo-résistant. Résistant. Il a en plus une grande résistance mécanique. Il a une bonne conductivité électrique et thermique et c'est un métal non magnétique. Donc, à cause de toutes ces propriétés avantageuses, c'est un métal qui est utilisé au milieu industriel. Quelles sont les activités donc industrielles qui exposent au beryllium? On a d'abord l'extraction du beryllium lui-même au niveau des fonderies. On a la métallurgie du beryllium, c'est l'élaboration du métal et de ses alliages et le travail en laboratoire qui exige l'emploi du beryllium. Vous avez la fabrication de la céramique, elle lui donne cette dureté. Il y a l'usinage de précision, il y a les applications nucléaires, l'électronique, la fabrication de microcircuits. Alors, vous avez vu maintenant avec l'évolution de l'informatique, les microcircuits, ce n'est pas ce qui manque. Donc, vous voyez bien que c'est un métal qui est très utilisé et il est thermorésistant. Les systèmes de commande et de guidage, les composants de matériel informatique, j'ai un peu anticipé, l'emboutissage et le découpage. Le moulage sous pression, le moulage des plastiques, le soudage, c'est surtout les électrodes, la manutention et l'assemblage, la fabrication de prothèses dentaires, les moulages de fonderie, fabrication de fenêtres à tubes rayons X, les systèmes de guidage, la fabrication de fusées de boucliers thermiques et les articles sportifs. Alors, vous avez bien vu tout cet ensemble d'activités et de secteurs où on peut retrouver le beryllium. Maintenant, ce qui est un peu difficile au plan clinique, la béryliose, elle a une caractéristique. Pourquoi? Parce que la béryliose, elle peut atteindre différents tissus et organes. Ce n'est pas comme la silicose et la sidérose, on dit que c'est les poumons. Là, elle peut atteindre différents organes. Les poumons et les autres organes. Le foie, les reins, le cœur, le système nerveux et le système lymphatique. Et au plan clinique, on distingue la béryliose aiguë et la béryliose chronique. Maintenant, pour la béryliose aiguë, elle apparaît suite à une exposition brève mais massive. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis la concentration des poussières est très importante. Et il s'agit d'un œdème pulmonaire. Les symptômes sont semblables à ceux d'une pneumonie ou d'une bronchite. Ils apparaissent dans les 72 heures après l'exposition, marqués par une dyspnée modérée à une dyspnée d'effort, une toux productive, une sensation de brûlure et de blocage thoracique. Et si on examine, on retrouve des râles crépitants aux deux bases pulmonaires surtout. Alors, regardez, si vous êtes à votre consultation et vous allez recevoir un travailleur qui va venir vous voir en VS, qui va présenter ce type de symptômes. Franchement, est-ce que vous allez penser à une béryliose? Non. Très bien. Merci pour votre franchise. Il est très difficile. Heureusement que vous avez dit non. Et c'est toute là la grande difficulté. Et même si, d'accord, je reçois un travailleur comme ça, je peux penser à un asthme irritant, d'accord? Une atteinte pulmonaire, un syndrome bronchique, le syndrome de Brooks, vous êtes d'accord? Je peux penser à tout ça. Le syndrome de Rad, je peux dire que c'est une irritation bronchique aiguë. Maintenant, si je demande le premier examen complémentaire, on demande un téléthorax. Je vais voir, alors c'est des petites opacités qui évoquent un œdème pulmonaire. Et là, bien sûr, je vais le traiter. C'est le traitement d'un OAP, un œdème aigu du poumon. Le traitement, c'est de la corticothérapie, c'est de l'oxygénothérapie. Et je peux le relâcher dans la nature. Alors, si un travailleur présente ce tableau, il va aux urgences, il est adressé, hospitalisé en rayon ou en pneumo, c'est un sujet qui va passer d'une façon inaperçue. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un symptôme spécifique quand il s'agit d'une béryliose aiguë spécifique à cette maladie. Et c'est toute là la grande difficulté. Or, nous, en médecine du travail, ce qu'il y a, c'est que
nous avons les activités, la notion d'exposition professionnelle. C'est la raison pour laquelle il faut accorder énormément d'importance à l'anamnèse professionnelle. Voilà. Pour la borréliose chronique, alors la borréliose chronique, elle touche principalement les poumons. Elle se traduit par une dyspnée, tout comme la silicose. D'accord? Au plan clinique, c'est la dyspnée qui s'installe, mais bien après les images radiologiques. Et regardez pour la borréliose, les autres symptômes concernent la conjonctive de l'œil et de la peau, une atteinte hépatique et ganglionnaire parfois. Et là, nous avons une atteinte, je vous ai dit, des différents organes, même si au plan clinique, il n'y a pas de symptômes, mais nous avons la formation de granulomes d'air, on parle de tumeurs borréliques au niveau des poumons, au niveau de l'épiderme, donc la peau, le foie, la rate, les reins, les os, le système nerveux, les muscles, l'os saïgémie, les ganglions lymphatiques et la paroi du cœur. Donc vous avez vu, c'est pratiquement tout le corps, tous les organes sont touchés lors de la borréliose chronique, en plus du poumon. Maintenant, pour le borréliome, c'est-à-dire que là, ce qui est important à retenir, j'ai dit il y a des ganglions, une granulome, je reviens, regardez, les tumeurs borréliques. Ces tumeurs borréliques, elle se traduit par une granulomateuse. D'ailleurs, on l'appelle granulomateuse multisystémique à tropisme pulmonaire largement prédominant. C'est-à-dire que cette granulomateuse, cette formation de granulomes borréliques, se retrouve au niveau des différents organes, mais peut-être qu'elle dominerait plutôt au niveau pulmonaire. C'est une granulomateuse immunologique. Et ce tableau clinique, alors vous avez une maladie qui est la sarcoïdose, on retrouve des ganglions, on retrouve l'atteinte de plusieurs organes. Dans le cas de la sarcoïdose, nous avons l'atteinte des différents organes. Vous êtes d'accord? Vous avez ces notions. Vous avez l'atteinte de l'œil, l'atteinte du poumon, l'atteinte des reins, l'atteinte du cœur. Elle nous fait rappeler la sarcoïdose. Cependant, il y a quelque chose d'assez particulier pour la borréliose, c'est qu'on parle de sensibilité au borrélium. Quand on dit la sensibilité, c'est vraiment une réaction de type allergique. Alors, l'exposition au borrélium, nous avons, je vous explique, après je vais vous lire un petit peu. Imaginons dans un atelier, je parle en pourcentage, 100 travailleurs qui sont exposés, ils sont là dans un atelier où on utilise des microcircuits pour l'industrie, où on fabrique des ordinateurs. D'accord? Et là, nous avons 100 travailleurs. Sur les 100 travailleurs, sachez que nous avons 1 à 10% qui vont développer une sensibilité au beryllium. Ils sont allergiques, entre guillemets, au beryllium. Et c'est-à-dire pour faire une borréliose, il faut d'abord faire une allergie. Il faut être sensible au beryllium. Donc, j'ai bien dit 100 travailleurs exposés au beryllium. Sur ces 100 travailleurs, nous avons 1 à 10% qui vont développer cette sensibilité au beryllium. Et ensuite, du groupe des travailleurs sensibilisés, 10% ou la totalité d'entre eux peuvent ensuite souffrir d'une borréliose chronique. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, je ne peux pas parler de borréliose chronique chez un travailleur qui n'a pas développé une réaction de type allergique au beryllium. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui. Voilà. Oui. Et là, je vous lirai, donc selon l'Institut national of Occupational Safety and Health, NIOSH, en 2011, il indique que l'on croyait que le beryllium atteignant les poumons causera des lésions pulmonaires appelées granulomes, associées à la borréliose chronique seulement chez les personnes ayant tout d'abord été sensibilisées. Cependant, la proportion globale de toutes les personnes sensibilisées qui souffriront un jour d'une borréliose chronique n'est pas connue. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire que c'est tous les travailleurs exposés au beryllium qui risquent de faire une borréliose chronique, que ceux qui ont été sensibilisés au beryllium.
Et de là, donc, découle le tableau clinique. On retient quoi? Qu'il y a formation de, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a formation de granulome. Donc, c'est une granulomateuse et on parle de fibrose pulmonaire. C'est une réaction d'hypersensibilité. Et là, ce qui est important à retenir, c'est très, très, très important, pas de corrélation entre l'importance de l'exposition et la sévérité de la maladie. Parce que, vous savez, c'est comme l'histoire de quelqu'un qui fait une allergie aux œufs. On n'a pas besoin de manger un plateau d'œufs pour faire un choc anaphylactique. Vous êtes d'accord? Quand on est allergique à un aliment, j'ai pris l'allergie alimentaire parce qu'on connaît tous le problème, quelqu'un qui est allergique aux crustacés, à la crevette, aux œufs, vous savez, moi j'ai eu quelqu'un, il y avait par exemple un œuf qui s'est cassé, et juste le fait qu'il ait ses protéines dans l'air, il ne les a même pas avalées, il ne les a pas touchées, il y a eu juste un contact aérien, c'était une personne qui était défigurée. Donc c'est pour vous dire qu'on peut, si on est allergique par exemple aux crevettes et qu'il y a juste un petit morceau, une trace, on peut faire une réaction très 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 importante. Quand il y a une allergie, la réaction peut être très importante, même si la quantité qui a été en contact avec la personne est très minime. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Parfait. Oui. Et là, comme signe fonctionnel respiratoire, nous avons une toux sèche, une dyspnée, accompagnée de signes généraux, amaigrissement, asthénie. Alors, ce que j'ai remarqué, les quelques cas que j'ai eu de pneumoconiose, j'ai eu quand même un cas d'amiante, un cas de sidérosilicose. C'est des personnes chez qui il y a eu un amaigrissement au long cours. Vous savez, c'est comme les asthmatiques, la majeure partie, dans la majorité des cas, les personnes asthmatiques chroniques, c'est des personnes qui n'ont pas un excès de poids ou un poids anormal. C'est des personnes qui ont tendance à être maigres. Et là, parce qu'il y a quand même une altération de l'état général qui est liée généralement à l'hypoxémie. Maintenant, pour les examens complémentaires, l'imagerie, quand je dis imagerie, je parle bien sûr d'un cliché radiographique, c'est-à-dire un téléthorax. On peut retrouver des petites opacités rondes, quelquefois calcifiées, avec une pneumopathie interstitielle et des adénomégalies médiastinales bilatérales fréquentes. Et ça, c'est un élément en faveur aussi de la sarcoïdose. Maintenant, pour la spirométrie, vous comprenez pourquoi on a un syndrome restrictif ou mixte. Alors, nous avons un syndrome restrictif, il n'y a pas à discuter puisqu'il y a atteinte pulmonaire importante avec cet aspect granulomateux, donc fibrosique, et la gazométrie, elle retrouve bien sûr une hypoxémie avec une baisse de la capacité du transfert du CO. Et au plan biologique, on a une augmentation du taux des immunoglobulines circulantes, les IgG, donc qu'on peut retrouver. Mais là, chez nous, on ne fait pas le dosage. Nous avons d'autres tests, je vous les donne comme ça, le test de prolifération lymphocytaire, qu'on ne demande pas. Alors maintenant, chez nous, en qualité de médecin du travail, ce qui est très important pour nous, c'est quand il y a une notion d'exposition professionnelle, ne pas passer à côté de la réalisation des examens radiologiques lors des VP. Il ne faut pas accorder de l'importance aux symptômes puisqu'ils sont aussi tardifs. Et quand vous êtes face à un syndrome, un tableau clinique de type respiratoire, et si vous avez une notion d'exposition professionnelle, il faut évoquer une pneumoconiose d'une façon générale. Maintenant, en fonction de la précision du poste, de l'activité exercée par votre patient, vous allez être orienté. Et nous avons des moyens d'avancer dans le diagnostic, c'est l'étude, par exemple, du liquide bronchique. Ça, on peut le faire dans les laboratoires d'Anapat. On peut faire appel à l'examen histopathologique qui peut nous orienter vers le diagnostic. Voilà ce que je vous demande de retenir. Toujours là, en Anapat, bien sûr,
on peut faire maintenant, vous avez la bronchoscopie, on fait un prélèvement et là, au plan anapathe, on a une granulomatose, c'est-à-dire des granulomes épidermoïdes à cellules géantes contenant des grains de beryllium. Donc, vous voyez bien que nous avons le diagnostic de certitude. Et n'oubliez pas que nous avons, comme je l'ai dit, le liquide de lavage broncho-alvéolaire qui peut également être adressé au anapathe. Et là, on peut avoir également mise en évidence, bien sûr, de celle de beryllium au niveau du sérum. Est-ce que c'est clair? Et hélas, la berylliose, elle se complique de cancer broncho-pulmonaire. Là encore, c'est un facteur donc cancérogène classé, on verra, groupe 1, voilà, selon le CIRC. Donc, le beryllium est un cancérogène. Il engendre un cancer du poumon. Il est classé selon le Centre international de recherche sur le cancer appartenant au groupe 1, c'est-à-dire il est cancérogène certain pour l'homme. Maintenant, la berlyose chronique, c'est une maladie respiratoire, parfois invalidante ou même mortelle. Bien sûr, vous imaginez quand vous arrivez à l'atteinte de tous les organes. Vous avez des granulomes au niveau de tous les organes. Et de là, donc, c'est une insuffisance hépatique, c'est une insuffisance rénale. Moi, je dis insuffisance hépatique, d'abord, c'est une atteinte hépatique. Et ensuite, c'est une insuffisance hépatique. C'est une atteinte rénale. Ensuite, c'est une insuffisance rénale. Et les conséquences, bien sûr, elles peuvent être mortelles. Donc, accordez de l'importance, s'il vous plaît, à la profession de votre patient. Est-ce que vous avez des questions sur la berlyose? Ça va. Non, c'est clair. Alors, je passe au carbure métallique frité. Alors, là aussi, pour les carbures métalliques frités, c'est très fréquent. Nous, Dr Chubini, nous, à la Wilaya, à l'EMCU, nous avons des travailleurs qui sont exposés à ce risque-là, de carbures métalliques frités. Alors, il y a deux types de produits qui entrent dans la composition des carbures métalliques frités. Nous avons d'une part les métaux durs et d'autre part, nous avons les liants métalliques. Donc, quand on dit les métaux durs, c'est tous les métaux qui ont un point de fusion compris entre 2175 degrés et 4160 degrés, parmi lesquels le carbure de tungstène, le titane, le tantale, le niobium, le molybdène, le chrome, le zirconium, le phanium et le vanadium. Et nous avons les liants métalliques. Les liants métalliques, donc, ils confèrent la résistance à la rupture ainsi que la ténacité, parmi lesquels nous avons le cobalt, le fer et le nickel. Les alliages de métaux durs et de liants métalliques sont utilisés donc en raison de leur avantage aussi caractéristique, c'est leur dureté et leur grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Et là, nous avons un procédé qu'on appelle le fritage. Ce procédé, il permet de réaliser des pièces mécaniques ou autres objets à partir de poudres plus ou moins fines. Dans un premier temps, ces poudres, je vous explique, sont agglomérées par divers procédés pour constituer une préforme à laquelle ensuite est chauffée pour acquérir une certaine cohésion. Ces métaux durs sont produits selon des procédés de métallurgie des poudres. Donc, je m'explique, quand on dit les carbures métalliques frités, comme le nom le dit, donc il y a une multiplicité de compositions, il y a plusieurs métaux qui sont là et ils sont sous forme de poudre. Et on peut les rassembler pour produire un métal qui a une composition qui est dure et qui est résistant bien sûr à la température. Maintenant, au plan profession et source d'exposition, nous avons les activités de forage, de perçage et de découpage. Vous savez, quand vous avez une machine, la découpeuse par exemple, vous mettez une barre en fer, puisqu'on a dit le fer en fait partie, elle coupe, après vous avez des petites poussières de fer. Ça, c'est les carbures métalliques frités aussi. C'est un métal qui est frité, on a dit le fritage.
vous avez les outils de coupe et de fraisage. Vous savez, Dr Chebini, vous avez vu l'atelier de sérigraphie. On l'a visité ensemble. Oui, vous vous rappelez? Vous vous rappelez quand on a été dans le nouveau atelier, il nous a montré l'ancien appareil qui permet la friseuse. C'est l'ancien appareil. C'est comme une petite pince et qui perce en quelque sorte le marbre. Et je vous ai dit, il y a une poussière très importante. Là, il y a le fraisage. Donc, vous connaissez tous, c'est une fraiseuse. Et là, ça dégage. Vous savez, vous percez une barre et en plus, vous avez des poussières qui sont extériorisées, si vous voulez. Nous avons les lames de scie aussi. Les lames de scie qui sont bien sûr fabriquées à travers les métaux frités, les carbures métalliques frités. Nous avons les pièces d'usure pour l'industrie automobile ou aéronautique, les roulettes pour la découpe du verre. Vous avez vu les petites roulettes là pour découper le verre. Donc, elles sont aussi à base de carbures métalliques frités. Nous avons les polisseurs de diamants qui utilisent des disques durs en carbure fritée. Donc, tout ce qui est fin, si vous voulez, tout ce qui est fin, tout ce qui est précision est fait à travers, parce qu'il y a une résistance, comme je l'ai dit, est fait à travers les carbures métalliques frités. Et vous avez également les prothésistes dentaires qui poncent, ils polissent et meulent les prothèses dentaires. Vous avez vu la polisseuse dentaire. Certainement, chacun a eu affaire au moins une fois. Donc, tous ces produits-là sont à base de carbure métallique fritée. Et lorsqu'il y a un travailleur, donc le chirurgien dentiste, je peux considérer qu'il est exposé au carbure métallique frité. Et là, bien sûr, tous ces produits, tous ces moyens, je préfère dire moyens de travail, sont à base de carbure métallique frité et ils peuvent, eux, quand je fais le frisage d'une surface, bien sûr, il y a, je vous ai dit, émission de ces petites poussières de carbure métallique frité qui exposent donc les travailleurs. Ces petites poussières vont pénétrer, ces petites particules minérales, elles vont pénétrer dans l'organisme, soit par inhalation, soit par ingestion, et elles vont être à l'origine d'une pathologie qui peut être soit sous forme d'un syndrome d'alvéolite et d'hypersensibilité, soit sous forme d'une fibrose pulmonaire diffuse. Le syndrome d'alvéolite et d'hypersensibilité, donc c'est un tableau, quand on dit une alvéolite, c'est comme l'alvéolite allergique extrinsèque, le foin, les déjections d'oiseaux, donc c'est une réaction allergique, effectivement, c'est la raison pour laquelle le tableau clinique est celui de l'asthme. Donc, c'est une dyspnée asthmatiforme, on a de la fièvre, l'altération de l'état général et on peut évoquer un syndrome pseudo-grippal. Alors moi, dans ma pratique, il y a deux symptômes. Je ne cesse de dire, il ne faut jamais les banaliser si vous voulez être de bons médecins du travail. Les symptômes, un syndrome pseudo-grippal, il ne faut pas dire oui, c'est une grippe, d'accord? Je ne parle pas de la COVID, hein, le risque de la COVID, maintenant on s'est habitué. Pensez à toutes ces pathologies-là. Il y a un deuxième symptôme que je n'aime vraiment pas banaliser, c'est l'asthénie. Quand un travailleur vous dit « je me sens fatigué », il ne faut pas dire « oui, c'est normal, il faut se reposer, il faut prendre de la vitamine C », il faut explorer. Parce qu'on a eu beaucoup de surprises avec l'asthénie. Voilà. C'est un conseil que je vous donne. Avant qu'on soit médecin du travail, on est des médecins et ensuite, en plus, on a cette spécialité qui, on n'a pas le droit de passer à côté d'une pathologie d'origine professionnelle. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Maintenant, à l'examen, bien sûr, on a des sibilants et des crépitants, puisque dans l'alvéolite, on a aussi ce type d'anomalie à l'auscultation pleuropulmonaire. Et la radiographie pulmonaire et le scanner thoracique en haute résolution montrent l'apparition d'images interstitielles. Par ailleurs, donc en plus de cette alvéolite, je dis on peut avoir une fibrose pulmonaire diffuse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
l'intoxication au carbure métallique frité est classée parmi les pneumoconioses. 2 à 3% des travailleurs exposés. Elle apparaît après une exposition variable de quelques mois à quelques années, contrairement aux autres, c'est plusieurs années après, soit d'emblée, soit succédant à un syndrome irritatif. Les signes cliniques sont alors l'amaigrissement, la dyspnée d'effort, les toux, les râles crépitants à l'auscultation et l'hypocratisme digital. Pourquoi? Parce que cette fibrose, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte importante des échanges alvéolo-capillaires qui fait qu'il y a un syndrome restrictif important qui s'installe à l'origine d'une hypoxémie qui peut se manifester aussi par un hypocratisme digital. Les complications, c'est celle de la majorité des pneumoconioses, c'est les insuffisances pulmonaires, c'est les insuffisances cardiaques, pardon. Nous avons le cancer bronchopulmonaire. Donc, même les carbures métalliques frités sont reconnus cancérogènes. Donc, vous voyez bien que les pneumoconioses, hélas, ce sont des maladies qui s'aggravent dans le temps et qui sont mortelles et qui sont de mauvais pronostics au plan fonctionnel et au plan organique. Pour les examens complémentaires, donc l'imagerie thoracique, là on l'a dit, il y a toujours des opacités interstitielles, soit à type d'alvéolite fibrosante, soit vous avez aussi un aspect en rayon de miel. D'ailleurs, vous allez le retrouver dans les radiographies du BIT, ce qu'on appelle maladie des métaux durs. Des adénopathies médiastinales, on peut retrouver un emphysème plus ou moins sévère. Alors, pour les atteintes pleurales et pulmonaires associées, vous avez plusieurs atteintes. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui est dans un atelier où il y a d'autres aérocontaminants, il est clair qu'il peut faire aussi un syndrome obstructif qui pourrait lier à un emphysème ou autre. Donc, tout dépend du lieu d'exercice, donc bien sûr, et particulièrement du poste de travail et des moyens de prévention mis à la disposition de ces travailleurs. Là, pour les examens complémentaires, c'est toujours les mêmes. Donc, nous avons la biopsie pulmonaire. Là aussi, elle a un rôle très important parce que la description, elle est caractéristique, elle aboutit au diagnostic d'une pneumopathie interstitielle. Mais il y a le lavage broncho-alvéolaire, lui, qui peut mettre en évidence des inclusions métalliques, comme toutes les autres pneumoconioses. Il vous donne même la composition, donc inclusion métallique de tungstène, de tantale, de niobium, du nickel ou autre. Tout dépend de la composition de ces carbures métalliques frités. Et en microscopie électronique, il y a la présence de particules métalliques intracellulaires dans les macrophages alvéolaires et les cellules géantes. Voilà. Maintenant, je passe à la prévention. Est-ce que vous avez des questions sur les carbures métalliques frités? Non, ça va. La prévention technique collective, là, je n'ai pas grand-chose. Vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois, je n'aime pas le mot de substitution. Parce que chez nous, même si on le propose, il est très difficile. Et le meilleur exemple que je puisse citer, c'est cet atelier de sérigraphie qui se retrouve dans une des entreprises nationales où il y a, donc, c'est un graveur, d'accord? C'est un graveur. Par exemple, vous avez vu les plaques des tombes au niveau du cimetière. À titre d'exemple, hein, ils peuvent faire ça, ou les plaques des routes. Vous avez vu les routes, les ruelles. Il y a toujours des pancartes où c'est gravé, c'est écrit. Alors, cet appareil, pour graver ce marbre, il faut voir la poussière qu'il émettait, il faut voir la friseuse quand elle tourne, et puis c'est lent, c'est très très lent, ça demande des heures et des heures de travail, c'est un travail continu dans un atelier où sont manipulés les solvants, où sont manipulées les peintures, où sont manipulés, et des travailleurs qui sont exposés, en plus de celui qui est au poste. Ils ne sont dotés d'aucun équipement de protection individuelle, dans un atelier vraiment très mal aéré, où il n'y a pas d'extracteur, où il n'y a pas d'aération ni de ventilation, et ça a été vraiment une catastrophe. On a fini par améliorer les conditions de travail. Je n'ai pas dit substitution parce qu'ils doivent le faire, ce travail. Cette activité, elle doit avoir lieu, mais c'est l'aménagement
du local. Donc là, ils ont construit un nouveau atelier qui est aéré, il y a des fenêtres, il y a une porte, il est isolé, c'est bien, il est plus spacieux, les produits chimiques sont stockés ailleurs, ils ont pu remplacer les peintures à base de solvant par des peintures à base d'eau, donc c'est magnifique avec une nouvelle imprimante à base d'eau. Il restait le graveur, ils ont fini en plus par utiliser bien sûr un graveur numérique. Donc vous voyez, là c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, je considère que c'est une très grande réussite, mais en aucun cas, on a utilisé le mot substitution. Substitution, et moi, j'aime pas trop l'utiliser, mais compte tenu des données théoriques, je suis tenue de le mettre. Quand on peut, on va substituer. Mais il faut penser à réaliser toutes les opérations en diminuant l'empoussiérage. C'est ça ce qu'il faut retenir. Par rapport à toutes les expositions, même le bois, l'empoussiérage, il faut le réduire au maximum. Et là, bien sûr, on peut aspirer les poussières à la source d'émission et insister sur la ventilation générale des locaux. Et ne pas oublier, je vous ai dit, les équipements de protection individuelle, c'est très important. Regardez, c'est comme la Covid, c'est drôle, je ne peux pas m'empêcher de parler. Vous avez des personnes qui portent une bavette, le nez qui déborde, ou bien une bavette chirurgicale qui porte durant un mois. Mais c'est très important quand on porte un équipement de protection individuelle, il faut deux conditions, l'efficacité et le confort. L'efficacité et le confort. S'il est confortable, il n'est pas efficace, c'est un échec. S'il est efficace, mais il n'est pas confortable, il ne sera pas porté. À chaque fois, le travailleur, il va tricher, il va l'enlever. Donc, il est très important d'opter pour des masques filtrants adaptés. Parfois, c'est des FFP3 qu'il faut. La prévention médicale, ma chère collègue qui m'avait posé la question, donc voilà la réponse. La surveillance médicale, elle est spéciale, bien sûr. Là, il est très difficile à l'embauche de dire je suis asthmatique, je suis en pleine crise. C'est pour ça qu'il faut toujours faire l'examen. Il faut toujours faire l'examen. Et parfois, le sujet, ils connaissent. Hein, il peut prendre des corticoïdes, il peut prendre, et puis l'auscultation, elle est normale. Ce qui est très important, moi, j'aime pas trop dire écarter les travailleurs à la visite d'embauche qui ont des troubles respiratoires. Il ne viendra pas vous le dire, surtout lors de la visite d'embauche. Il faut être vigilant lors de la surveillance médicale, c'est-à-dire par le biais des visites périodiques. Et là, on a bien discuté, c'est la radiographie pulmonaire qui doit être faite tous les 2 ans. Alors, ou scanner maintenant, pourquoi on met ou scanner? Vous avez compris l'indication du scanner. Quand il y a une hésitation, c'est un cliché normalement, et puis au service, il ne faut pas hésiter à interpréter le cliché à plusieurs. Vous savez, moi j'ai une vision, lui il a une vision, elle a une vision. C'est important. Il peut me dire, voilà, je crois que là, il y a des petites opacités. Et à ce moment-là, il y a l'indication de quel examen? Indication de quel examen? TDM. TDM, bravo, exact. Et là, vous avez l'aspirométrie également qui peut nous permettre de dépister des troubles ventilatoires, donc de type obstructif ou restrictif. Là encore, quand il y a une notion d'exposition professionnelle, on peut avancer dans le diagnostic et dans la conduite à tenir. Les pneumoconioses, donc le beryllium et ses composés sont reconnus en maladie professionnelle conformément à l'arrêté de 1996. Il est réparé au titre du tableau numéro 33. Les poussières d'oxyde de fer réparées au titre du tableau 44 et les poussières de carbure métallique frité, c'est une maladie professionnelle réparée au titre du tableau numéro 69. Et je vous invite, je ne les ai pas mis, je vous invite à les consulter. Voilà. Bien sûr, j'aimerais vous dire quelque chose pour les références bibliographiques. Si vous l'avez constaté, j'ai mis l'EMC et le LORIS parce qu'on dit que ce sont les deux. Attendez, j'arrête la diaporama. Une minute, hein, s'il vous plaît. Écran.
Alors, je disais, une minute s'il vous plaît, hein, juste pour reprendre, voilà. Donc, pour les références bibliographiques, nous sommes tenus par nous appuyer sur le LORIS et le EMC, mais moi je vous dis que nous avons aussi d'autres informations qui sont très importantes. Nous sommes tenus de tenir compte de la réglementation algérienne. Nous sommes tenus de tenir compte des mises à jour qui sont données à travers le DMT, par exemple, des études des prévalences, même si je ne vous donne pas assez de références. Mais sur le document Word, vous avez toutes les références bibliographiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues? Non, merci beaucoup. Alors, Merci je beaucoup. vous souhaite une très bonne soirée. À Et vous puis, aussi. nous restons ensemble. Ça va? C'était bien? C'était Oui, clair? c'était Oui, très bien. Parfait. Merci, merci beaucoup. Très bonne soirée. Reposez-vous bien. Et puis, il nous reste donc la conférence sur l'amiante.